bienvenue sur le podcast de la Rotonde. Aujourd'hui, on va parler des Franco-Ontariens pour le jour des Franco-Ontariens. Alors moi, c'est Mathilde et je vais être la modératrice de ce podcast. Allô tout le monde, moi c'est Samuel Harvey. Je suis franco-ontarien, j'étudie tout de suite à l'Université d'Ottawa. Je suis en 4e année en sciences politiques. Bonjour, moi c'est Mathieu Tavapatra, le directeur général de la Rotonde. Je suis franco-ontarien aussi et j'étudie en droit à l'Université d'Ottawa. Moi, je suis Martin Van Ray, je suis franco-ontarien, j'étudie à l'Université d'Ottawa en histoire. Et salut, moi c'est Aïcha Ducharme-Leblanc. Je suis en 3e année, j'étudie à l'Université d'Ottawa aussi en espagnol et en études féministes et de genre. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que ça veut dire être franco-ontarien, de ce que c'est la francophonie sur le campus et le bilinguisme sur le campus de l'Université d'Ottawa. Et enfin, on va parler de la francophonie en Ontario et d'être francophone en Ontario. Alors, on va commencer par une petite histoire de ce que c'est le jour des Franco-Ontariens et pourquoi ça existe. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour des Franco-Ontariens officiellement existe depuis 10 ans. Donc, 2010 a été la première année où on a célébré cette fête. Par contre, pourquoi le 25 septembre en particulier? Ben, pour ça, il faut remonter à 45 ans avant, pour le premier lever du drapeau franco-ontarien à Sudbury. Certains, ceux qui ont fait leur secondaire en Ontario, en ont peut-être beaucoup entendu parler, mais pour ceux qui connaîtraient pas la petite histoire, deux membres de l'université de Sudbury, un professeur, M. Gaétan Gervais, et Michel Dupuis, élève à la même université, ont créé ce drapeau dont les symboles représentent l'Ontario, mais surtout le fait francophone dans cette province. Et d'ailleurs, en parlant de province et de Sudbury, d'où est-ce que vous venez? Dans mon cas, j'ai grandi à Ottawa. J'ai fait toute mon éducation à Ottawa en français, primaire, secondaire et maintenant université aussi. Moi aussi, je suis d'Ottawa, mais contrairement à Mathieu, moi j'ai pas fait toute mon éducation en français et je n'étais pas très rattachée ou connectée à la communauté franco-ontarienne avant que j'aille à l'école en français en 10e année au secondaire. Moi je viens originalement du Nord, je viens d'un petit village qui s'appelle Kirkland Lake. C'est environ 1 heure de la frontière du Québec. Puis on était une très petite population francophone, c'est juste environ 10% du village est francophone, si je me souviens bien. Et j'ai quand même été assez chanceux à cause qu'il y avait une école francophone où j'ai grandi, puis j'ai toujours pu être dans mes études en français depuis la maternelle jusqu'à maintenant. Moi, j'ai grandi actuellement aux États-Unis jusqu'à l'âge de 8 ans et là, j'ai déménagé au sud-ouest de l'Ontario, spécifiquement Guelph, où la population française est de moins de 1%. Donc, j'ai pu aller à l'élémentaire en Guelph, mais j'ai dû actuellement aller à une autre ville en Cambridge pour aller à l'école secondaire en français. Certains d'entre vous ont étudié en français, d'autres pas. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes toujours identifié en tant que franco-ontarien ou est-ce que vous vous identifiez présentement en tant que franco-ontarien? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je veux dire, moi personnellement, ça fait pas mal depuis toujours que je m'identifie en tant que franco-ontarien. Je veux dire, quand j'avais 2 ans, on avait déménagé à une ville où que personne parlait le français, so j'ai perdu ma langue. Mais on est revenu à une autre ville où on parlait plus le français, puis je l'ai repris dans une semaine. So j'ai basically toujours été français. Et ça a été vraiment au secondaire, quand j'ai commencé à participer aux activités de la FESFO, que j'ai vraiment plus découvert qu'est-ce que ça voulait dire d'être franco-ontarien. Je parlais toujours français, j'étais toujours en Ontario, mais c'était juste après avoir interagi avec plein d'autres jeunes qui étaient comme moi et qui parlaient aussi le français que j'ai vraiment su qu'est-ce que ça voulait dire d'être franco-ontarien. Pour moi, être franco-ontarien, c'est juste de vivre en français en Ontario et de vraiment participer dans la culture, comme écouter de la musique francophone, consommer des médias francophones juste en général. Ouais, dans mon cas, c'est un peu la même chose. C'est sûr qu'au primaire, tu assez jeune, donc tu pas nécessairement conscience de toutes ces questions d'identité, franco-ontarien, ce que ça représente aussi. Mais je pense que c'est vraiment aussi rendu au secondaire que tu développes ça un peu plus et ça part dans mon cas, c'était plus avec les enseignants.
C'était plus l'entourage à l'école, les enseignants qui qui accordaient beaucoup d'importance à la communication en français, et le contexte aussi derrière, certains services et certaines luttes que les Franco-ontariens ont fait. Dire l'école Montfort, c'est quand même quelque chose qu'on nous a répété quand même souvent au secondaire. Au primaire, c'était dans Vanier, donc l'identité francophone était quand même très importante dans ce quartier-là, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est ça, moi, ça partait de là. Donc oui, je m'identifie comme étant franco-ontarien, à cause de la langue et aussi à cause de tout ce que ça représente les luttes pour s'assurer que notre communauté ait, des services, par exemple, égaux à ceux à faire dans l'autre langue officielle et c'est de promouvoir la langue en s'assurant qu'elle continue d'être un vecteur de culture et d'éducation. Pour moi, c'est un peu différent puisque, j'ai grandi aux États-Unis, donc je n'ai appris le français que lorsque j'avais comme 8 ans. Hem et ça m'a influencé parce qu'au primaire, j'ai pas compris pourquoi on levait un drapeau franco-ontarien. Je comprenais pas exactement, ce que ça voulait dire, mais rendu au secondaire, là, j'ai commencé à apprendre plus sur, mes ancêtres, tu sais, qui sont tous franco-ontariens, du côté de ma mère. Donc je savais que j'avais des racines franco-ontariennes ici, mais je me sentais pas vraiment connecté jusqu'à temps que je fasse de l'improvisation, à l'école secondaire et surtout participant à La Folie, pour ceux qui savent pas, c'est, le tournoi provincial d'improvisation en français, donc et c'est là que j'ai commencé à vraiment apprendre à propos de la culture franco-ontarienne et c'est là que j'ai commencé, à dire que je suis un franco-ontarien. Ouais, je dirais que moi aussi, mon expérience a été un peu différente juste parce que j'ai fait à l'élémentaire jusqu'à la 10e année, alors jusqu'à ce que j'avais 15 ans, je côtoyais vraiment juste des anglophones et ben, pas l'apprentissage, mais l'approfondissement de comme mon français se faisait surtout à la maison, mais mes parents mettaient pas vraiment l'accent sur, la francophonie ou, la culture franco-ontarienne ou les franco-ontariens. C'était beaucoup plus, hem, axé sur, l'importance de parler en français, et de s'exprimer en français à la maison. Pour moi, être, franco-ontarienne, de c'est presque être toujours, en lutte, mais pas en lutte comme active. Je veux dire, elle a complètement raison. La lutte, ça a toujours été une grande partie de l'identité franco-ontarienne. Je veux dire, on remonte jusqu'au début de l'identité quand le règlement 17 rentre en vigueur qui rend illégal l'enseignement du français en Ontario, right? Ça, c'était quand... Qu'aux avant, c'était juste des Canadiens français. Puis là, quand la province a essayé d'arrêter, d'assimiler tous ces gens-là, ils se sont mis ensemble, puis ils ont décidé comme on va commencer à se construire une identité séparée du reste du Canada français. Puis ça a commencé à cause de la lutte. Puis si tu regardes beaucoup de notre musique, beaucoup de notre art juste en général, c'est tout à propos de cette lutte constante pour la survie à cause que à plusieurs reprises on a essayé de nous assimiler. Puis on est toujours ici, so, je suis fier d'être partie de cette histoire-là. Donc justement, pour rebondir sur ce que Aïcha disait, c'est pas tout le temps une lutte active dans le sens que tu vas pas en tout cas dans mon expérience, c'est plus, je sais pas, insister ou répéter quand tu vas entrer dans un magasin pour que ce soit en français. Dans les services, gouvernementaux, les institutions qui se disent bilingues, tu insistes un peu plus si tu arrives pas à avoir un service en français tout de suite. Mais c'est plus de manière passive, donc tu vas commencer à parler en français, par exemple, ça paraît comme pas grand-chose, mais tu préfères tout de suite quand on te répond en français. Par exemple, à la mairie d'Ottawa, où parfois Mmh. ça peut être compliqué d'avoir un service en français. Personnellement, mon expérience à parler en français en Ontario est entièrement différente parce que, en venant du sud de l'Ontario, il y a, comme j'ai dit, 1 de la population de Guelph parle français, du tout.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun service disponible en français autre que les services gouvernementaux. C'est lorsque je rentre dans un magasin, il est fort probable que la personne ne parle pas français. La grande majorité des services ne sont pas offerts en français, à moins que ce soit un service gouvernemental et qui soit obligé d'y faire. Donc, pour moi, parler français, ça a toujours été quelque chose que j'ai dû faire de très, très, très actif, surtout en venant devoir apprendre le français à l'âge de 8 ans. Et j'ai dû entrer dans une école française immédiatement. Donc, même apprendre le français, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Puis ensuite, de continuer à parler, à m'améliorer en français, c'était très, très difficile parce que à l'école, on ne parlait pas français. Les élèves dans les corridors, on ne parlait pas français du tout. C'était vu comme vraiment pas cool de parler en français, à moins que ce soit à un prof. Donc, même à la maison, ma mère, elle a essayé de nous convaincre de parler plus en français à la maison. Mais tu sais, comme mon père, il a essayé pendant des années à comprendre le français, puis pour lui, ça n'a juste pas fonctionné. Donc, on était incapable, je suis toujours incapable de parler avec mon père en français. Tu sais, donc, même parler à la maison, c'était parfois très difficile et mes frères et sœurs n'aimaient pas du tout parler en français. Je suis probablement le seul d'entre nous qui dirait qu'on est franco-ontarien. Donc, ouais, ça a toujours été quelque chose que j'ai dû activement savoir que je faisais. Et lorsque je demande des services en français, je dois me dire de le faire parce que sinon, je vais pas le faire parce que c'est tellement plus facile de faire les choses en anglais. Ouais. Si je peux juste rajouter vite fait à ce que tu disais, Martin, je suis complètement d'accord. Pour moi, j'ai grandi dans le Nord. Je sais que comme Hearst et Kapuskasing, c'est peut-être un peu différent à cause qu'il y a plus de francophones. But pour moi, à l'école, c'était la même affaire. Dans les corridors, les gens parlaient presque pas le français. Il y avait comme moi, puis 2 peut-être de mes amis qui le faisaient aussi. Puis moi, j'ai été assez chanceux que mes 2 parents sont francophones. Soit à la maison, ça a toujours été en français. Mais à l'école, ça l'était vraiment pas. Puis dans ma ville, ça l'était pas non plus. Je m'en souviens, il y avait aussi une fois quand j'étais dans le sud, j'avais été à Stratford avec mes parents. Puis on parlait français dans un magasin. Puis la personne ne savait pas quelle langue qu'on parlait. Mais là, il était comme, What are you guys speaking? Comme il savait vraiment pas c'était quelle langue. So, je trouve ça juste intéressant comment, comme, dans certaines places de même l'Ontario, le français est juste vraiment pas présent. Je dirais pour moi que le franglais règne un peu partout. Le Ça, c'est ce que moi, je dis pas que je suis 100% comme confortable en français ni en anglais, mais je suis 100% confortable en franglais. Oh ouais. Parce que c'est comme les 2 langues sont simultanées dans ton cerveau. Alors quand je m'exprime, je me sens comme parce que j'ai vraiment grandi avec les 2 langues. Alors, je considère qu'elles sont presque toutes les 2 mes langues maternelles, mais j'ai plus une connexion avec comme personnelle avec le français. Évidemment, j'ai été obligée à apprendre l'anglais. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise quand je parle le franglais avec comme des amis et ainsi de suite parce que ça me vient le plus naturellement quand je m'exprime. C'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que je dis. Puis si je peux juste faire une parenthèse, on vient quand même pas mal de différentes régions puis différentes backgrounds de l'Ontario. Puis je pense qu'il y a un truc qu'on peut tous entendre, c'est la linguistique est complètement différente, mais en même temps, c'est ce qui crée la richesse franco-ontarienne dans un sens. C'est que Mhm. tu peux Complètement parler d'accord. comme tu veux sans avoir le sentiment de comme te faire juger ou etc. Comme Ouais, non, ton je suis identité, c'est ça. d'accord. Puis en tout il y a quand même du travail à faire à ce niveau-là. Parce que ben, je pense que c'était l'an dernier ou l'année d'avant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Lise Bombardier, si vous Ouais. avez vu cette histoire-là. Hmm. Mais J'ai je sais des pas si opinions vous êtes du sur. même avis par rapport à la question comme linguistique, mais moi je pense que c'est un volet extrêmement important. C'est euh, le
le confort dans son accent, si on peut dire ça comme ça. Mhm. So Denise Bombardier, c'est une Québécoise que, v'là un bout, elle a été sur Tout le monde en parle. Puis elle parlait de comment que la francophonie à l'extérieur du Québec, c'était mourant, c'était en train de mourir. Puis il y avait beaucoup de personnes, moi j'en étais un, qui était très désaccord avec ses commentaires et qui était même offusqué. Et après, elle a fait un mini-documentaire où elle a été visiter plein de communautés au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Puis sa conclusion à la fin, c'était quand même que ces communautés étaient mourantes, qui a juste fâché le monde encore plus. Ouais. So, d'après moi, elle ne sait pas de quoi qu'elle parle. Je veux dire, les Franco-Ontariens, on vit toujours nos vies. Au Manitoba, les Métis puis les Franco-Manitobains font toujours leur affaire. Puis en Acadie, c'est eux autres, ils ont toujours plein de célébrations comme nous autres. So, je vois vraiment pas comment tu pourrais appeler ça mourante comme elle le faisait. De l'élitisme pas religieux, Wow. l'élitisme linguistique. C'était ça. Ouais. Ben, c'est ça, parce qu'ensuite, tu sais, ça découle tout l'enjeu de l'insécurité linguistique. Parce que je pense que c'est dans Mhm. le même documentaire, ou peut-être un autre par la suite, où elle avait corrigé une Oui, intervenante dans un. Ouais. en lui disant non, non, tu sais, ton français, là, faut travailler ça, il t'a fait une erreur. Puis je pense que la personne l'a répliqué de manière extrêmement éloquente en lui disant écoute, je parle de la manière dont je parle. Il n'y a pas Mhm. une manière de parler français, ou etc. C'est le genre de correction que mon père fait pour niaiser, right? Comme, Ouais. je vais parler en franglais, puis il va me corriger, puis là, on va tout rire à cause qu'il corrigeait quelque chose qui faisait aucune différence de la façon que je parle. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est quand on rajoute un accent aigu à la fin d'un verbe en anglais pour comme, pour comme le franciser, puis tout le monde comprend, hein, Ouais. tu sais, ça fait partie de la chose, mais bon, Antidote l'accepte pas. Du coup, en parlant de bilinguisme et de mélange des langues, parlons de l'Université d'Ottawa et de la francophonie sur le campus. Est-ce que c'est vrai que c'est l'université la plus grande université bilingue au monde? Est-ce que c'est vrai au final que l'université est bilingue, à votre avis, et de par vos expériences? En tant qu'expérience personnelle, je sais que j'ai pas eu tant de difficultés que ça en français, except comme maintenant. Comme je rentre dans ma 4e année, puis les cours, ça commence à... Il n'y en a pas beaucoup que je peux prendre. Mes options sont beaucoup plus limitées qu'en anglais. So, je commence à douter un peu que... Comme je savais déjà que le français n'était pas traité de façon complètement égale, mais je commence à douter même que, comme, en général, dans le monde, c'est la meilleure université bilingue. Par un peu la même lignée, je pense d'un point de vue administratif, j'ai pas vraiment eu de problème à ce niveau-là. C'est sûr que quand on dit que l'université est bilingue, c'est son institution, donc les structures administratives. À ce niveau-là, j'ai pas eu de problème. Par contre, par expérience tu sais, avec la rotonde en journalisme, il y a quand même du travail qui devait être fait, dans que ce soit les départements, mais peut-être aussi simplement les travaux dans les comités. Au bureau du gouverneur et cetera. Je pense qu'ils se sont améliorés à ce niveau-là. Il y a le comité de travail qui a présenté des rapports et des suggestions. Par contre, j'étendrai aussi le concept d'université à plus que juste, tu sais, l'Université d'Ottawa, puis Tabaret et cetera, pour inclure aussi les autres acteurs sur le campus. Par exemple, le CEO, la GESAD, QP même, les différents syndicats de professeurs et d'employés. Je pense que si on veut vraiment dire que l'université est bilingue, faut prendre l'université dans son sens large et inclure les différents acteurs. Parce que je sais que quand j'écrivais des articles sur la fédération étudiante, et le français dans l'organisation, on critiquait beaucoup les réunions et parfois même par des membres de l'exécutif de la FEO à l'époque qui eux-mêmes critiquaient leur, conseil d'administration de faire les réunions presque exclusivement en anglais, sauf au début pour dire bonjour et à la fin pour dire au revoir. Hmm. Ensuite, tu sais, c'est des trucs aussi qu'il faut faire, c'est que faut que ce soit plus que juste des symboles, faut que ce soit partie de la culture administrative. Je pense que pour Ludo, en tant que tel, ça va,
Mais il faut aussi, selon moi, intégrer toutes les facettes parce que c'est des acteurs qui, ensemble, forment l'université comme on la connaît. Ouais, juste pour sauter sur ça. C'est vrai que j'ai pas eu de difficulté à trouver des services en français par rapport à l'administration, comme tu dis, mais je ne trouve pas qu'il y a une culture qui est bilingue sur le campus. La majorité des profs anglophones que je sais ne parlent pas le français. Il y en a quelques-uns qui le font, mais i il me semble pas comme si la majorité, des personnes qui font l'administration sont nécessairement bilingues. Mais pour ce qui est de la culture Ouais. bilingue, dis-toi, on a le festival de la poutine, hein? Fait que, je pense que si on regarde les camps, ben, à l'époque avant pré-COVID, tu sais, les années passées, quand ils faisaient les événements sur la francophonie, le highlight, c'était tout le temps poutine, right? C'était tout le Mhm. temps ça. Mais ouais, je suis d'accord aussi pour la culture puis les professeurs. Maintenant, je vais avouer que dans ma faculté, j'ai l'impression que il y a un bilinguisme fonctionnel, dans le sens que peut-être qu'ils vont pas, ils apprennent le français, peut-être que ça va pas être la langue, première pour y aller, mais la langue de travail, ça peut être fait. Ensuite, à voir c'est quoi les différentes exigences, pour chaque département, pour chaque faculté, si elles sont pas uniformes, évidemment. Ouais, pour moi, l'expression qui me vient à l'esprit, elle est bilingue, mais plutôt sur papier, pas nécessairement dans les faits. Et je pense que ça se traduit à plusieurs niveaux, qui ont tous été mentionnés, sur le campus. Alors, c'est difficile à dire. Moi, je suis fière de pouvoir étudier en français en Ontario et je pense que c'est la meilleure pour moi, la meilleure option qu'il y a en ce moment en Ontario pour pouvoir poursuivre des études, en français. Mais est-ce que c'est parfait? Non, définitivement pas. Ça, c'est pourquoi même s'il y avait 2 universités bilingues qui existaient en Ontario, puis un collège français, puis tout ça, ça c'est pourquoi je supportais quand même l'université francophone. À cause Mhm. que quand tu as une opération bilingue, la langue qui est dans la minorité va souvent prendre l'arrière-plan à la langue qui est dans la majorité. Puis on voit ça souvent, souvent, souvent à l'université, puis euh, je trouve qu'une université complètement francophone pourrait éliminer ça à cause là, ça serait. Il n'y aurait plus d'anglais à prendre l'avant-plan, ça serait juste les francophones par et pour. So, ça, c'est pourquoi je supporte quand même l'université francophone. Mais j'ai pas vraiment eu la chance de le mentionner, mais je pense qu'un des plus gros comme enjeux de la communauté, c'est vraiment la visibilité des, des francophones parce que souvent, la communauté se trouve un peu invisibilisée, on peut dire, à certains niveaux. Et justement, une des raisons pour lesquelles je pensais que l'université franco-ontarienne était tellement une bonne idée parce que justement, ça donne une certaine visibilité à la communauté. Et ce, dans une région comme à Toronto, c'est une région compte pas mal beaucoup de francophones, mais où l'anglais est beaucoup, beaucoup plus dominant. Donc cette question de projet de l'université franco-ontarienne, qui a eu beaucoup de difficultés, avec, l'arrivée, du ministre de Doug Ford, nous fait passer à la troisième partie de ce podcast sur la francophonie en Ontario. Donc Aïcha, a écrit un article qui est en train de faire un retour sur l'année 2020 en Ontario pour les francophones. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, donc mon article, vraiment, c'était un bilan un peu de la politique de Doug Ford et ses relations, c'est un peu une réflexion sur ses relations avec les Franco-Ontariens. Avant Doug Ford, on avait, il y a très, très longtemps quand même, Mike Harris, c'était son prédécesseur conservateur en Ontario et lui, il est vraiment tristement connu parce qu'il a essayé de fermer l'hôpital Montfort. Alors, et ce qui est la seule institution, je pense, médicale en Ontario, au moins dans l'Est ontarien, qui offre des services, qui garantit des services en français.
Et donc, la question que je me posais, c'est, on a eu Mike Harris. Alors, est-ce que Doug Ford, est-ce qu'il s'est amélioré, est-ce qu'il a déjoué Mike Harris ou non? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Et la conclusion, c'est qu'il a un peu échoué. Ouais, il a un peu échoué. Il a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Il a mal commencé. Parce que dans son premier énoncé économique, il a fait plusieurs coupures, malgré des promesses qui avaient été faites qui était intéressé dans les enjeux des francophones en Ontario. Il a fait plusieurs coupures et puis par la suite, les francophones ont manifesté leur colère de façon fulgurante. Ils sont vraiment allés dans la rue. Il y avait eu plusieurs manifestations, non seulement en Ontario, mais un peu partout. Et puis, ben oui, l'article, essentiellement, ça raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis que Doug Ford est au pouvoir et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Qu'est-ce que lui peut faire? Qu'est-ce qui doit être fait? Le truc qu'il a fait récemment, c'est, la question du drapeau. Oui. Tu parlais justement, tu sais, des promesses qui ont pas été respectées et cetera et là, on a le drapeau qui est devenu une emblème officielle de l'Ontario. Certaines personnes, tu sais, disent: «Tant mieux, c'est là, c'est une avancée pour la représentation des francophones en Ontario». Par contre, l'autre partie dont par exemple moi, qui trouve que c'est bien, bravo, mais ça va rien changer, c'est purement symbolique. Hem, au lieu de faire des politiques comme je sais pas, de mettre à jour ou de faire une réforme de la loi sur les services en français en Ontario, ils préfèrent Mhm. faire un drapeau. Ce qui est pas une mauvaise chose, c'est juste que c'est au niveau pratique, ça semble un peu faible de, action. C'est justement ça. C'est comme tu le dis, c'est très symbolique. Les demandes des Franco-Ontariens sont très concrètes. C'est des services universels en français dans la province. Ils demandent que leur voix soit entendue, non seulement quand les premiers ministres ou les chefs prennent des décisions qui ont un lien avec comme la linguistique, mais dans toutes ces prises de décision, c'est clair que M. Ford et Premier ministre en général ne prennent pas en considération comment leurs décisions affectent les francophones particulièrement. Yeah, c'est juste, je suis d'accord que l'affaire du drapeau, c'était bon, mais c'était entièrement symbolique. Ça nous gagne pas vraiment rien. Mais qu'est-ce que j'ai toujours trouvé intéressant de la situation comme financière et politique des affaires, des services francophones en Ontario, c'est que les services en français sont nécessaires, mais les politiciens voient toujours pas ça. Comme je pense plus qu'on est dans le point des années 1920 où que les politiciens veulent activement assimiler et détruire la communauté franco-ontarienne. C'est plus que ils voient plus la culture, ils voient plus les gens qui vivent cette vie-là franco-ontarienne. So pour eux autres, c'est juste de l'argent. Ils voient, ah, well, pourquoi est-ce qu'on dépense tellement d'argent sur faire certain que tout le monde est bilingue, faire certain qu'on a assez d'écoles francophones pour tout le monde. Ils voient juste l'argent dans tout ça, et pas la culture, pas les gens qui vivent et qui ont besoin de tout ce stuff-là pour continuer de vivre. Et je trouve ça juste intéressant que les politiciens ont perdu vue de ça, je trouve, dans les dernières années. Tout d'abord, pour, la loi sur les services en français en Ontario, il y a pas si longtemps, il y a l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario qui ont qui ont soumis une proposition communautaire de libellé sur la loi sur les services en français, qui fixe 4 grands chantiers de réforme, en plus de d'autres, recommandations. Et je vais lire les titres là, mais ça va être garantir l'accès aux services en français partout en Ontario, entre autres en éliminant le concept de région désignée, enchâsser le concept de l'offre active dans la loi sur les services en français,
ce qui voudrait dire que toutes les entités publiques provinciales devraient pratiquer l'offre active en français. Troisième, créer des mécanismes de reddition de comptes pour les entités publiques. Et finalement, rétablir le commissaire au service en français complètement indépendant et ajouter un droit de recours. Donc, toute personne qui déposerait une plainte au commissaire pourrait ensuite aller devant un tribunal. Ça, c'est ce qu'ils proposent. Donc, c'est des trucs vraiment concrets. Il n'y a pas mention d'un drapeau. C'est vraiment dans l'action, puis comment ça peut avoir des répercussions sur les gens. Puis si on passe à la loi sur les langues officielles au Canada, c'est quelque chose qui a été discuté dans les derniers jours. Jusqu'à tout récemment, le discours du trône mercredi dernier, donc le 23 septembre, où Julie Payette a lu le discours et où le gouvernement de Justin Trudeau s'engageait à renforcer cette loi. Par contre, encore une fois, on l'a dit, mais on n'a pas développé sous quel angle, quoi exactement, qu'est-ce qu'on va faire concrètement et qui va avoir des répercussions sur la vie des gens. Donc encore, je pense que c'est pas, tu sais, on est en Ontario, puis c'est sûr que c'est la journée des Franco-Ontariens, donc on a parlé un peu plus de l'Ontario en tant que tel, mais je pense que même au niveau canadien, il y a beaucoup de travail qui doit être fait à ce niveau-là aussi. Et du coup, ça peut nous pousser à la réflexion. À ton avis ou à votre avis, comment est-ce qu'on peut assurer, la francophonie dans l'avenir? Comment on peut assurer un avenir bilingue, où cette minorité linguistique, elle est pas, elle dépend pas forcément de, je sais pas, dans 3 ans, ce sera encore quelqu'un comme Doug Ford qui va être élu et ça va faire que la francophonie va encore être sous les pressions politiques. Est-ce qu'à votre avis, il y a une solution à ça? Mathieu, tu as soulevé le point de questions plus pratiques, tu sais, d'avoir, des engagements plus pratiques et moins symboliques. Heu, Est-ce que tu penses que c'est une réponse à ça ou pas? Ben, je pense que c'est une partie de la réponse à ça. Hem, c'est sûr qu'il va y avoir différents types de réponses pour différents scénarios. Si je prends par exemple l'Université d'Ottawa, hem, je vais vous poser une question, mais ça va être un peu pour réfléchir, mais si vous avez un problème à cause d'un service offert en français, est-ce que vous savez vers qui aller pour se plaindre? Ça dépend du genre de problème, non? Ouais, mais justement, mais sur le coup, disons que c'est, hem, quelqu'un dans le secrétariat de ton programme ou ton département, qui peuvent pas t'inscrire à des cours ou une conseillère scolaire qui est pas bilingue, par exemple. Il y a pas un commissaire? Il y a pas un commissaire, Ouais, la honnêtement, moi, francophonie? je sais pas. Je proclame mon ignorance. Mais Je justement, mais sais c'est pas. pas Il y a tellement de services à l'Université d'Ottawa. Et honnêtement, c'est tellement. Mon ami l'a dit tout à l'heure, mais ben, pas mon ami, on vient juste de se rencontrer, mais. Désolée. Il a dit c'est tellement plus facile de le faire en anglais que. Comme dans un cas, c'est triste à le dire, mais comme je suis presque prête à me je veux pas me plier, mais si c'est un problème linguistique comme une secrétaire qui parle pas en français, ben c'est en anglais. C'est dommage, mais honnêtement, c'est ce que je ferais. Il y a tellement mais de mais tu sais, bureaux. si c'est un service ou si c'est un service qui a un peu plus d'incidence sur ton parcours académique, disons, hem, tu voudrais savoir vers qui aller ensuite pour porter plainte, pour qu'ensuite ça change. Pas nécessairement, tu sais, pour reformuler les règlements à ce niveau-là. Puis je pense que le problème est que c'est pas de l'ignorance, je pense que c'est juste que c'est pas mis de l'avant, vers qui aller. Je veux dire, Mathilde a mentionné une commissaire, il y a pas vraiment de commissaire. Hem, par contre, tu sais, tu as le Centre des droits étudiants avec Ouais. le CEO, mais ça encore, la priorité, ça reste, droits et libertés, puis fraudes académiques, et cetera. Mais c'est une voie aussi pour les enjeux linguistiques. OK. Hem, tu as aussi l'ombudsman ou l'ombudsperson plutôt de l'université, Mmh. qui est probablement OK. une des personnes qui devrait être
son bureau, en tout cas, devrait être beaucoup plus mis de l'avant par l'université, mais on n'en entend pas parler, puis la majorité des étudiants vont seulement en prendre connaissance en payant leurs frais de scolarité après 3 ans. Puis ils vont voir qu'il y a une petite ligne qui dit ombudsman. J'ai vu ça cette année. C'est ça, et c'est extrêmement dommage parce que c'est un service qui devrait être essentiel pour les gens. Mais ensuite, l'Université d'Ottawa doit respecter aussi ses engagements vis-à-vis le respect du service en français et aussi en anglais. Puis il y a d'autres manières de porter des plaintes ou d'assurer ce genre de truc. Par exemple, il y a une application ou plutôt un site web qui s'appelle planctus.ca qui est une interface très facile qui explique et qui fournit toutes les informations pour savoir quels sont vos droits linguistiques, comment porter plainte, et c'est automatiquement sur le site web, tu remplis quelques cases, tu expliques ton problème, tu envoies, puis c'est directement envoyé au commissaire, si je ne me trompe pas, au commissaire sur les langues officielles, qui va ensuite faire une procédure d'enquête et éventuellement te contacter après quelques semaines. Encore une fois, c'est des trucs qui existent, c'est des mécanismes qui sont là, mais qui ne sont pas autant mis de l'avant qu'ils le devraient, selon moi. Pour répondre à la question, je pense que c'est une partie de la solution, les conseils pratiques. Est-ce que Sam, tu veux rebondir? Yeah, sure. Pour moi, j'ai une solution peut-être moins pratique, mais c'est juste de continuer de vivre en français, puis de continuer à communiquer et parler avec des gens qui le font aussi, à cause c'est important de garder une communauté vivante qui participe en français. Avant la pandémie, j'allais toujours au la Nouvelle Scène des Jardins pour voir du théâtre en français. J'allais autant que possible à des petits spectacles francophones qui se passaient un peu partout à Ottawa. Puis maintenant, pendant la pandémie, c'est un peu plus difficile de faire tout ça. Mais tu peux quand même rester en contact avec des gens, parler en français dans la vie de tous les jours autant que possible, puis consommer juste généralement des médias francophones que tu peux trouver. Rapidement, tu l'as mentionné, mais comment est-ce que tu penses que la pandémie va justement avoir un impact sur, pas nécessairement les services, mais plus l'offre, si on peut dire ça comme ça, l'offre culturelle en français en Ontario? Je dirais comme pas mal gros, à cause qu'il y avait beaucoup de stuff qui se passait en personne. Il y a une transition en ligne qui se fait, comme à soir, il y a un concert qui se passe au parc Majors Hill, que tu peux aller en personne si tu veux, mais moi, je vais l'écouter à travers de mon ordinateur. J'essaie de pas aller dehors autant que possible ces jours ici. Puis je veux dire, il y a aussi comme il n'y a pas nécessairement une infrastructure là, mais il y a un précédent là, à cause. Si je peux aller sur une petite tangente ici, j'avais un ami qui travaillait dans le département de théâtre, qui parlait comment qu'au Nouveau-Brunswick, il y avait une grande communauté de théâtre en ligne qui se passait. À cause, au Nouveau-Brunswick, c'est beaucoup de petites communautés isolées qui parlent français. Bon, c'est pas juste ça, mais il y a aussi beaucoup de petites communautés isolées qui parlent français. Et la façon qu'eux autres comme partageaient ensemble, c'est que ils faisaient des spectacles à travers de Skype puis tout ça. So, il y a une précédence pour des Canadiens français qui utilisent l'Internet pour interagir ensemble, pour continuer leur culture ensemble. J'ai pas vu grand-chose comme ça so far, mais si la pandémie continue à cause tout de suite, on commence une deuxième vague, malheureusement, peut-être qu'on va pouvoir voir ou même commencer des affaires dans ce genre-là, des spectacles en ligne, des pièces de théâtre en ligne, des affaires comme ça. Ce serait intéressant. Yeah. Puis même demain, ce soir et demain, donc demain étant le 26 septembre, il y a justement le festival franco-ontarien dont on a parlé un petit peu avant, où justement il y a des concerts qui vont être mis live sur Internet qu'on va pouvoir regarder. J'y allais souvent à ce festival quand j'étais petit. Mes aïeux étaient là souvent. Yeah, il y avait aussi dans le Nord à Sudbury, la Nuit sur l'étang qui se passe à tous les années. Puis cette année, ils l'ont fait, ils l'ont streamé en ligne. Puis c'était vraiment, vraiment cool de voir tous les spectacles. Nice. Ouais, une chose qui est très, très active depuis la pandémie aussi, c'est, je sais pas si vous êtes dans
groupe Facebook comme Je suis franco-ontarien, Oui. franco-ontarien. Oui. Puis ce groupe-là est extrêmement actif il était actif avant, mais depuis la pandémie, il y a énormément de posts et c'est une belle façon de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les franco-ontariens font autour de la province. Ça, puis il y a quand même beaucoup de gens sur les médias sociaux, que ce soit par exemple, le groupe Facebook, c'est probablement l'exemple qui vient le plus facilement en tête parce que, comme juste en ce moment, je suis abonné, je pense, à 3 groupes Facebook. Oh. Celui en ce moment sur mon téléphone, c'est Fier d'être franco-ontarien. Celui avec Philippe Landry, shout out Philippe Landry, qui supporte tu sais, les événements culturels franco-ontariens. Puis dans le cas de la Rotonde, ça a toujours donné un appui aux journalistes francophones au journal. Donc, petit remerciement si jamais il écoute ça. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est juste une manifestation de la manière dont on peut se rassembler. Puis je pense qu'on est tous d'accord, ceux qui étaient dans ces groupes-là, lorsqu'il y a eu les problèmes avec Ford et ses coupures, toute l'organisation des manifestations s'est passée par ces groupes-là. Mhm. Mhm. C'était le vecteur pour que les gens sachent où aller, quand aller, comment le faire. Puis c'est très communautaire et citoyen comme mouvement. Mais à la base, je pense que c'est ça aussi qu'il faut d'une certaine manière. L'Internet, c'est très utile et nécessaire à cause, je veux dire, ici à Ottawa, il y a beaucoup plus une grande communauté francophone qui existe, mais surtout dans le nord et j'assume aussi dans le sud, c'est beaucoup plus isolé. Sur pouvoir se connecter par les réseaux sociaux, c'est très important. Puis c'est des outils que je suis content que nous autres on a à cause. Mes parents, eux autres, il n'y avait pas ça. Ils étaient Ouais. quand même capables d'organiser des manifestations, mais il n'y avait pas ça quand même. Oh, ouais, non, mais chapeau pour eux, parce que tu te rappelles les manifestations qu'il y a eu pour sauver Montfort? Mhm. Ouais. Je veux Et dire, rappeler, je sais pas à quel âge t'as, mais c'est plus par les photos, moi, que je me rappelle. Parce que j'étais trop jeune pour me rappeler de tout ça, là. Mais, je veux mais dire, ouais. moi, oh, vas-y. Non, continue, moi j'avais pas mal fini. Moi, je suis toujours fier de dire que mes parents, eux autres, ils ont participé aux manifestations pour le Collège boréal. Il y avait un Oui. gros mouvement qui s'est passé là. Puis mon oncle, à moins qu'il me disait des mensonges, mais il n'est pas le genre à dire des affaires comme ça, il a même aidé à organiser les manifestations pour le Ah Collège wow. boréal. So, il y a toute une affaire de comme génération en génération qui se passe avec la francophonie en Ontario. Puis je suis fier d'être une continuation de ça. Ceci nous amène à la fin de ce podcast sur la francophonie en Ontario et le fait d'être franco-ontarien. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Merci de nous avoir écoutés. En tout cas, j'espère que vous nous avez écoutés au complet. Et j'espère que vous allez, de un, continuer à suivre les différentes publications de la Rotonde, que ce soit des podcasts, des articles ou des vidéos. Mais surtout, j'espère que, surtout aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 25 septembre, donc je suis un peu biaisé, mais j'espère qu'après ce podcast, vous allez prendre un livre et l'ouvrir et commencer à lire en français, ou continuer à lire en français. Moi, voudrais juste vous remercier de m'avoir eu pour parler de quelque chose qui est très important pour moi et que je suis très passionné. J'aimerais juste dire à tout le monde qui écoute, essentiellement sur les mêmes lignes, mais moi, c'est la musique qui m'a toujours beaucoup passionné. So, écouter de la musique francophone, spécifiquement franco-ontarienne, on ne les entend pas assez souvent, mais il y a plein de vraiment bons groupes et artistes qui ont besoin de votre Est-ce que tu as une support, surtout dans ce recommandation? moment. Récemment, il y a les Rod Swamp qui m'ont vraiment impressionné. Eux autres, c'est un groupe comme folk rock qui sont juste vraiment, vraiment bons. Il y a quelqu'un basé ici à Ottawa, c'est Midi Cayenne. Lui, il est aussi incroyable comme artiste. Puis aussi juste comme des classiques comme Paul Desmarais puis tout ça. En bref, c'est tout du vraiment, vraiment, vraiment bon stuff. So, donnez-y une chance. Il y a du vraiment bon stuff à découvrir si vous prenez une chance. Moi, je veux juste vous souhaiter une bonne journée des franco-ontariens et franco-ontariennes.
et je veux vous encourager à continuer à vous exprimer en français et pas nécessairement dans un français standard qui est considéré le bon français, mais dans votre français. Ouais, merci pour m'avoir eu. Puis j'espère juste que les gens puissent reconnaître les histoires qu'on a racontées, puis qu'on sache qu'on n'est pas aussi petit qu'on le pense. Souvent, ça peut. Il semble qu'on est un nombre très petit de personnes franco-ontariennes, mais c'est pas vraiment vrai. Bah, merci à tous et merci pour votre participation. Et vous pouvez suivre la Rotonde sur Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, bien évidemment sur notre site web pour découvrir les nouvelles du campus et de la région d'Ottawa-Gatineau. Et vous pouvez également suivre cette série de podcasts parce que la semaine prochaine, nous allons rencontrer une professeure sur la question de Canada Scholar Strike et Black Matter sur le campus. Également, on va avoir une rencontre avec différents étudiants pour faire un retour sur le premier mois de l'éducation en ligne. Ciao. Mon Mon beau beau drapeau drapeau des des Français Français de de l'Ontario. Hey, le beat est tellement fou. Attends. Dis bien. Bon. Grandis bien. Excuse, mais faut recommencer parce qu'on était tous à des timings différents. Je m'en Ok. souviens juste du beat pour qui une fois devenus grands ont résisté aux conquérants. J'ai écouté la chanson à plusieurs fois. Il jouait ça à chaque fois, à la fin de chaque activité festival. So, comme je l'ai dans ma tête. Yo, sur Spotify, il y a une version remixée de notre place. Oui, vraiment. Elle est pas si pire. Oh, il faut que je check ça, apparemment. Hein. Oh, jeez. Et maintenant, notre place. Mettre les accents. Là où il faut.